Chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Écoutez l'Histoire. Aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie de défense, de guerre, d'occupation et en particulier du mur de l'Atlantique. Préparez-vous bien, l'histoire est intense. Vous êtes sûrement déjà passé devant un de ces immenses blocos. Dans quelle stratégie militaire et dans quel but ces dispositifs ont-ils été construits ? Comment les Allemands se sont-ils organisés pour construire en un temps record de tels bunkers ? Je me focaliserai pour répondre à ces questions sur la base de La Palisse, située à 6 km du centre-ville de La Rochelle. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le mur de l'Atlantique ? C'est un système de défense qui a pour but d'ériger, si ce n'est un mur, au moins une ligne de défense difficile à percer. La ligne Maginot ou Siegfried en est un bel exemple sur la frontière est du pays. Hitler, arrivé au pouvoir en 1933, dès 1934, met en place, en tant que chancelier du Reich, une vaste politique de réarmement et d'industrialisation. C'est dans ce contexte qu'est créée en 1938 l'organisation Todt, du nom de Fritz Todt, l'ingénieur nommé pour la diriger. Elle a pour objectif principal la construction des autoroutes et fortifications à la frontière franco-allemande et avec les différentes frontières du Reich. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, elle accompagne la Wehrmacht dans tous les pays occupés. Cette organisation sert également de relais entre l'armée allemande et les entreprises locales sollicitées pour les diverses constructions. Dès 1940, elle supervise des travaux de grande ampleur à l'ouest, notamment dans le Pas-de-Calais, où des batteries d'artillerie sont construites pour appuyer un débarquement de la Kriegsmarine en Grande-Bretagne. Hitler ordonne en décembre 1941 la fortification du littoral à l'ouest, du Cap Nord à la frontière espagnole. La construction des 5 gigantesques bases sous-marines du mur de l'Atlantique, à Brest, Lorient, Saint-Nazaire, La Palisse et Bordeaux, débute en avril 1942. En France, 290 000 travailleurs sont mobilisés et 1 million de tonnes de béton sont ainsi écoulées. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina ? Ah, c'est bien, oui, merci. Ces fortifications ont pour but de protéger les U-boots contre les bombardements alliés. Les batteries d'artillerie en constituent le point fort, car la côte n'est pas bétonnée de façon continue. Chaque batterie se compose de 4 à 6 canons d'une portée de 12 à 25 km. Retenez bien cela. Intéressons-nous à présent à La Rochelle. 23 juin 40. Il est 18h15 lorsque les troupes allemandes, sidecar en tête, pénètrent dans la ville et investissent les principales installations. La gare, l'hôtel des postes. Les camions, voitures et motos sont postés sur la place de Verdun, à la plus grande surprise des Rochelais. Un lieutenant entre dans le bureau du maire Léonce Vieljeu. Il lui ordonne de hisser le drapeau nazi, ce à quoi le maire répond « Je suis colonel dans l'armée française et je n'ai pas l'habitude d'obéir à un lieutenant ». Malgré son courage, Léonce Vieljeu comprend qu'il doit céder. La réalité de l'occupation s'impose ainsi aux Rochelais, qui ne peuvent à présent compter que sur le soutien des Alliés et des forces françaises de l'intérieur pour les aider à libérer la ville et le pays. La signature de la Charte de l'Atlantique, un an plus tard, le 14 août 1941, marque les prémices d'une réponse à la puissance hitlérienne. Mais il faut attendre le 7 décembre 1941, l'attaque de la base américaine de Pearl Harbor, pour faire basculer les États-Unis du côté des Alliés. En conséquence, les bombardements alliés se multiplient pour percer le mur de l'Atlantique. En réaction, à partir de 1944, certaines bases reçoivent le statut de Festungen, c'est-à-dire forteresse. Déjà, l'armée allemande et la Kriegsmarine se retrouvent dans une position défensive, ce qui témoigne de la faiblesse grandissante, prélude de l'opération Overlord en Normandie. Venons-en à la base de La Palisse. C'est un énorme cube de béton qui s'étend sur une superficie de 5 hectares. En juillet 1943, la base comprend, sur 192 mètres de long et 159 mètres de large, avec une hauteur moyenne de 20 mètres, 3 alvéoles en bassin à flot et 7 bassins asséchables. À l'intérieur de la base, un couloir perpendiculaire est équipé d'une voie ferrée pour parcourir les différents bassins. Sont également installés des ateliers spécialisés sur plusieurs niveaux. Petite mécanique, réserve de torpilles, centrale radio. La base est bien équipée. Elle disposait également d'un terrain d'aviation ainsi que d'un plan d'eau pour les hydravions. Elle fait partie des bases qui ont obtenu le statut de Festungen, c'est-à-dire forteresse comme je vous le disais précédemment. Sa toiture a fait l'objet d'un dispositif spécial appelé Fangrost, qui la rend particulièrement résistante. En effet, les bombes explosent avant d'avoir endommagé la toiture. Il faut attendre l'été 1944 pour que les Anglais parviennent à percer cette immense toiture grâce aux fameuses bombes Tallboy. Son camouflage ocre, jaune et noir
dont les traces sont encore visibles aujourd'hui, a permis une protection optimale. Par un jeu graphique, la géométrie du bâtiment est rompue, ce qui rend la visée des alvéoles impossible. Restons à La Rochelle. Tout près du marché central, vous pouvez visiter un bunker construit par les Allemands, situé à environ 6 km de la base sous-marine de la Palisse. Il se trouve que mon oncle Michel, qui a 96 ans aujourd'hui, habitait au-dessus de ce bunker, dans ce qui était l'important hôtel des étrangers. Son père y tenait une pharmacie sous l'occupation. Dans ce lieu, il garde quelques souvenirs imprégnés de son regard d'enfant. Je vous propose d'écouter son témoignage, car il fait partie des rares personnes ayant vécu l'occupation allemande à La Rochelle, qui est encore capable de raconter de précieux souvenirs. J'ai vu construire le blocos qui se vit toujours, l'hôtel des étrangers qui avait été réquisitionné par les marins. Et le balcon qui faisait le tour de la maison, mon frère jouait avec un plumeau à imiter les sentinelles qui faisaient le pas de loi pour garder l'état-major de la marine, car l'état-major de la marine, des sous-mariniers, était à l'hôtel des étrangers. Il n'y avait que des officiers. Et c'est là où j'ai vu Rommel inspecter le mur de l'Atlantique. Et quand il y avait un sous-marin qui avait coulé en mer des bateaux américains ou anglais, on faisait la fête à l'hôtel des étrangers. La fête consistait à une stupidité et tirer des coups de revolver sous les tables. Alors tu levais les pieds pour éviter la balle. Oh, je ne sais pas d'où datent les souvenirs, tu vois. Ben oui, pas forcément précisément, mais finalement, vous vous rappelez de beaucoup de scènes de cette période-là. J'ai vu les premiers avions en réaction. Les Messerschmitt, qu'à la fin de la guerre, ils abattaient n'importe quel avion bombardier, si bien que les Anglais et les Américains avaient essayé de mouiller des mines dans les pertuis, parce qu'ils se faisaient descendre. Ah oui, vous voyez l'efficacité des défenses antiaériennes en voyant les avions qui tombaient comme ça Voilà. Quand il y avait des... L'aile d'un côté, voilà. Et puis quelques parachutes de l'autre. On montait dans les réserves au 3e pour voir le spectacle, parce que le spectacle était sur la Palisse et sur l'Alleu. De temps en temps, on entendait le cliquetis des éclats d'obus qu'on tirait de DCA, tu vois, et qui retombaient sur les toits. Ah oui, ça faisait du bruit Voilà. jusqu'en centre-ville, vous entendiez les Voilà, on plaques. entendait les cliquetis des éclats d'obus. Je remercie chaleureusement mon oncle Michel d'avoir accepté de me raconter ces quelques souvenirs, car cela nous invite à ne pas oublier que l'histoire et la mémoire peuvent être des disciplines vivantes à travers le dialogue et surtout les rencontres. Les bombardements évoqués dans ce témoignage correspondent probablement à ceux de la 8e US Air Force et de la RAF, la Royal Air Force, qui renforcent les opérations de pilonnage à partir de 1944. La Rochelle a été plus chanceuse que sa voisine royanaise. En effet, sur le front de l'Atlantique, la libération débute le 14 avril 1945 par l'assaut sur Royan, qui tombe le 18 avril. La ville est entièrement bombardée et elle est la dernière victime des bombardements alliés, avec un très lourd bilan humain. La Rochelle, l'île de Ré et l'Orient sont libérés le 7 mai en ayant été épargnés grâce à la voie diplomatique et notamment le dialogue effectué par le capitaine de vaisseau Hubert Meyer qui parvient à établir une convention avec le contre-amiral allemand Schirlitz. Le pays est finalement libéré le 8 mai 1945. Pour la petite anecdote, un débarquement a également eu lieu sur l'île d'Oléron, mené par le général de l'Armina, le 29 et 30 avril 1945. Mais bien sûr, il n'avait pas l'ampleur de celui de la Normandie. Il permit toutefois de libérer l'île. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à partager et à vous abonner. Et pour les plus curieux d'entre vous, à aller visiter le bunker de la rue des Dames à La Rochelle. Merci à tous pour votre écoute.